Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 44, Sauver un arbre, tuer un castor. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Je vous ai déjà parlé des 8 qualités taoïstes, 8 capacités qui doivent être présentes à tout moment chez un être humain un tant soit peu correct. Elles sont souvent très mal comprises et mes élèves ont souvent besoin de temps pour réellement saisir leur nature. Ces 8 qualités sont en effet vraiment subtiles, et tous nos jugements, notre interprétation des mots vient obscurcir leur compréhension. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et je vous mets à contribution. C'est un épisode très spécial dans lequel je vous propose de faire un test. Un peu comme dans ces magazines qui prennent leurs lecteurs, enfin souvent leurs lectrices, pour des neuneux. Vous voyez le genre de test ? Quel couple Disney êtes-vous ? Est-il l'homme de vos rêves ? Bon, maintenant, si ces magazines se vendent, on peut se poser des questions. Si vous êtes prêt à jouer le jeu pour un test qui n'est pas neuneux, prenez un bout de papier et un crayon, ou bien une appli de prise de notes sur votre téléphone. Bon, il n'y a rien à gagner, sauf une meilleure compréhension de soi, et c'est déjà énorme. Alors, sur quelle qualité va porter ce test ? Profitons de cette période de fête de fin d'année pour aborder ou réaborder la notion d'empathie. C'est vrai quoi. Officiellement, on fête l'anniversaire de Jesus, et donc tout le cortège de valeurs qui vont avec. Dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu ? Je tends l'autre joue, bien sûr. Et j'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Il y a donc cette idée d'être généreux avec les autres, de voir leur malheur et donc de les aider, ce qui nous amène à la notion d'empathie. La racine grecque de ce mot est horrible, car elle signifie littéralement souffrir avec. La version latine, la compassion, n'est pas beaucoup mieux, car elle signifie souffrir avec, vous l'aviez deviné. Alors, ce test va tourner autour de cette notion et va certainement vous aider à comprendre ce que nous autres, taoïstes, voyons dans ce que, faute de meilleurs mots, nous allons appeler en français l'empathie. Ne trichez pas, ne cherchez pas à imaginer quelle est la meilleure réponse. Répondez franchement ce que vous estimez juste en votre âme et conscience. De toute manière, il n'y a que vous qui connaîtrez le résultat. Et personne ne vous jugera. Prêt ? Allez, c'est parti ! Situation 1. Vous adorez les chats. Tante Paula vient de perdre le sien, écrasée par un 38 tonnes. Elle est effondrée et pleure à gros sanglots. Réponse A. Vous ressentez sa détresse et vous pleurez avec elle. Réponse B. Vous lui expliquez qu'il y a plein de chats qui n'attendent qu'elle à la SPA. Réponse C. Vous voyez sa douleur et vous évitez de rire devant le chat tout plein. C'est bon, vous avez noté votre réponse A, B ou C ? Allez, on continue. Situation 2. Vous regardez un reportage sur le massacre des dauphins aux îles Féroé. Les cadavres des centaines de dauphins sont partout sur la plage couverts de sang. Réponse A. Vous avez la nausée devant ce massacre et éteignez la télé. Réponse B. Vous finissez votre assiette de thon en vous demandant quel goût peut bien avoir le dauphin. Réponse C. Vous comprenez ceux qui ont la nausée, mais c'est la vie. Situation 3. Votre collègue de travail, que vous n'aimez pas, et qui vous a fait 1000 coups vaches, a enfin fait une bourde magnifique qui démontre son incompétence et il risque le licenciement. Réponse A. C'est la loi de l'attraction. Vous jubilez. Qui sème le vent récolte la tempête. Réponse B. Bien fait pour sa gueule, une opportunité pour vous. Réponse C. Vous n'aimeriez pas être à sa place, mais bon, il n'y avait qu'à faire des efforts aussi. Situation 4. Vous aimeriez avoir un enfant et votre meilleure amie vous annonce qu'elle est enfin enceinte. Réponse A. Vous oscillez entre pleurer de joie pour elle et pleurer tout court, car vous n'avez toujours pas la joie d'être parent. Réponse B. Si la population doit dépasser les 8 milliards, autant que ce soit avec vos gènes qui sont de qualité. Réponse C. Vous êtes content pour elle et, pour l'avoir vécu, vous anticipez ses appels désespérés quand le bébé fera ses dents et pleurera toute la nuit. Situation 5. Votre meilleure amie, Corelle, vient de se faire plaquer par son compagnon. Enceinte, elle est désespérée et ne sort plus de son lit. Réponse A.
Vous êtes furieux contre ce connard et vous appelez votre ami pour râler ensemble contre Bob et tous ces mâles pathétiques qui n'acceptent pas leurs responsabilités. Réponse B, vous lui demandez si elle va avorter ou le garder. Réponse C, vous la forcez à se bouger et à prendre le taureau par les cornes, car à sa place, vous aimeriez qu'on vous aide à avancer. Situation 6. Le corps d'un bébé est retrouvé dans une poubelle. La mère, célibataire, sans emploi, sans domicile fixe, a été arrêtée. Réponse A. Vous êtes outré par le sort horrible qu'a subi le pauvre enfant. Il était innocent et n'avait rien fait pour subir ça. Réponse B. Au moins, ça coûtera moins cher à la sécurité sociale. Réponse C. Vous pensez que sans aucune ressource ni aide, la mère n'a pas vu d'autre porte de sortie que ce meurtre. Voilà, le test est fini. Stéphane, non? Alors, vous connaissez le principe. Est-ce que vous avez eu un maximum de A, de B ou de C? Revoyez votre appli, votre petit bout de papier et attention, voici le verdict. Vous avez eu un maximum de A. Vous n'avez pas spécialement d'empathie. Vous avez juste du mal à gérer vos émotions, ce qui n'est pas pareil du tout. Vous avez un maximum de B. Ouh, vous êtes plus proche de la machine que de l'être humain. Vous avez un maximum de C. Bien joué. Vous avez une certaine dose d'empathie. Allez, je vous décortique tout ça pour que vous compreniez bien. Situation 1. Vous adorez les chats. Tante Paula vient de perdre le sien écrasé par un 38 tonnes. Tout plat le chat. Elle est effondrée et pleure à gros sanglots. Vous ressentez sa détresse et vous pleurez avec elle. C'est votre chat qui s'est fait écraser? Non. Pourquoi êtes-vous en train de pleurer? Pour imiter l'autre? Pourquoi somatiser en vous son état à elle? Pour lui montrer que cela vous touche et créer une connexion émotionnelle? Votre tante n'a pas besoin de ça. Elle a besoin que l'on comprenne ce qu'elle ressent et qu'on l'aide à franchir l'obstacle. Pleurer avec elle ne va pas l'aider, mais plutôt l'enfoncer. L'empathie, c'est la réponse C. Vous voyez sa douleur et vous évitez de rire. La réponse B est celle de l'esprit calculateur de la raison. Situation 2. Vous voyez un reportage sur le massacre des dauphins aux îles Féroé et les centaines de cadavres sur la plage couverts de sang. Et là, réponse A, vous avez la nausée et vous éteignez la télé. Pourquoi? Parce qu'on a tué 225 dauphins. C'est le chiffre officiel. Est-ce que cela vous empêche de manger du cabillaud ou d'en donner à vos enfants? On tue juste 53 millions de cabillauds par an en Europe uniquement. Vous êtes végétarien? Est-ce que cela vous empêche de manger du pain? Chaque année, ce sont plus de 310 milliards de plants de blé que l'on tue et dont on mange la progéniture. En réalité, c'est la vue du sang qui vous met mal à l'aise, bien plus que le malheur d'une autre forme de vie. Ou alors le fait que vous vous sentez plus proche de Princess le dauphin en captivité dans un SeaWorld, celle qui saute dans un cerceau pour un morceau de poisson, qui est peut-être du cabillaud d'ailleurs, que du cabillaud qui lui ne vous a jamais émerveillé. Comme le disait un pote qui aimait beaucoup la forêt, sauver un arbre, tuer un castor. Maxime que l'on pourrait transposer ici en sauver un dauphin, tuer 230 000 cabillots. Ouais, 53 millions divisé par 225. L'empathie, c'est d'être capable de se mettre à la place de ceux qui ne supportent pas ce genre de spectacle. Puis de réaliser qu'il fait partie de l'écologie mondiale, que tout le monde mange une autre espèce vivante, que les dauphins mangent d'autres poissons, tout vivant, des poissons qui n'ont rien demandé à personne, et donc qu'une mort en vaut bien une autre. Votre collègue de travail que vous n'aimez pas et qui vous a fait 1000 coups vaches a enfin fait une magnifique bourde et il risque d'être licencié. Si vous aviez eu de l'empathie, vous ne vous seriez pas réjoui du malheur de votre collègue de travail. Qu'il soit incompétent, qu'il soit toxique, qu'il ait besoin de vous faire des crasses pour se sentir important ou pour se sentir vivre, tout ça ne change rien au fait que là, il est dans la mouise suite à sa boulette. L'empathie, c'est justement d'être capable de se mettre à sa place et de sentir à quel point il doit se sentir mal dans la situation. Tout le monde fait des erreurs. Lui qui est incompétent, mais vous aussi. Oui, même vous qui pensez être compétent. Nous ne sommes pas des dieux, donc l'erreur fait partie de nous. En voyant les répercussions possibles de sa boulette, on devrait plutôt être solidaire de la précarité de sa situation que de s'en réjouir. Toute autre réaction est un défaut d'empathie. Autre situation. Vous aimeriez avoir un enfant et votre meilleure amie vous annonce qu'elle est enceinte. Si vous oscillez entre pleurer de joie pour elle et pleurer tout court car vous n'avez toujours pas la joie d'être parent, c'est que vous sortez de la situation. Vous projetez votre vie sur sa situation et cela génère une émotion inutile. En quoi pleurer parce que vous n'avez pas encore d'enfant change quoi que ce soit dans l'univers? L'empathie, c'est de se mettre à sa place, de voir que sa joie est sincère et de l'accompagner dans ce moment, ni plus ni moins. Et plus tard, quand elle vous appellera désespéré, de l'écouter et de comprendre son ras-le-bol. Votre meilleure amie, encore elle, vient de se faire plaquer par son compagnon. Enceinte, elle est désespérée et ne sort plus de son lit. Vous êtes furieux contre ce connard et vous appelez votre ami pour râler ensemble contre Bob et tous ces mâles qui n'acceptent pas leurs responsabilités. C'est dommage, car elle n'a pas besoin de votre colère. Ce dont elle a vraiment besoin, c'est de votre soutien. Elle n'a pas besoin de vos insécurités dans la vie. Elle a besoin que l'on comprenne que cet abandon l'a mis plus bas que terre, et surtout elle a besoin qu'on l'aide à remonter la pente.
L'empathie, ce n'est pas de cracher sur un gars qui est parti. Déjà parce qu'on devrait plutôt fêter l'abandon. Si le gars est assez lâche pour s'enfuir, il vaut mieux que votre ami fasse sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais ensuite, cracher sa colère est une erreur, car ce sentiment d'injustice n'est pas ce qu'éprouve votre ami. Et non, elle n'est pas en colère, elle est abattue. Vous ne lisez donc pas son émotion, vous projetez la vôtre. Sérieuse nuance. Vous plaquez sur elle ce que vous auriez vécu ou ressenti dans cette situation. Désolé, mais l'empathie n'est pas de ressentir une émotion au hasard devant quelqu'un qui en éprouve une autre, mais bien de lire et de reconnaître ce qui se passe comme si vous étiez cette personne. Le corps d'un bébé est retrouvé dans une poubelle et la mère, célibataire sans emploi, a été arrêtée. Vous êtes outré par le sort horrible qu'a subi le pauvre enfant. Il était innocent et n'avait rien fait pour subir ça. Le bébé est mort, c'est fini pour lui, hein. La mère, en revanche, est toujours en vie et va faire face pour le restant de ses jours aux conséquences de ses actes. C'est à la mère qu'il faut penser. Et en ne voyant que le meurtre horrible, vous ignorez totalement quelqu'un qui en ce moment même est en train de souffrir. Je vais enfoncer le clou un peu plus. Est-ce qu'ignorer la souffrance de quelqu'un, c'est de l'empathie ? Pas vraiment, hein. En revanche, lancer des émotions de colère ou de haine contre quelqu'un en le déshumanisant, ce n'est pas vraiment faire la preuve d'une excellente gestion émotionnelle. Ici, il y a confusion entre les valeurs morales de notre société, des choses comme on ne tue pas les humains et encore moins les bébés, et le fait de pouvoir se sentir proche du désespoir de cette maman qui n'a pas vu d'autre solution. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres, j'ai juste dit qu'elle n'en a pas vu d'autres. Ce petit test était volontairement violent et perturbant pour vous faire comprendre à quel point on confond empathie, raison et mauvaise gestion émotionnelle. La raison, c'était les réponses B. Je ne l'ai pas précisé à chaque fois car c'était vraiment évident. Alors, comment les taoïstes voient-ils de l'empathie ? Ça tombe bien, on a un chapitre du Tao Te Ching qui en parle de manière plutôt explicite. Donc puisque je vois réellement autrui comme moi-même, je vois réellement les autres familles comme ma famille. Je vois réellement les autres villages comme mon village. Je vois réellement les autres pays comme mon pays. Je vois réellement le monde comme le monde. Oh, comment puis-je connaître la nature du monde ? Simplement ainsi. Tao Te Ching, chapitre 54. L'empathie, c'est simplement la capacité de voir l'autre comme nous-mêmes. Comme c'est une qualité, elle doit s'appliquer quelles que soient les circonstances. Et dans tous les domaines, pas juste dans certains, ce qui nous arrange. Je ne suis pas fan de l'œuvre de Jean-Jacques Goldman, mais une chanson comme Né en 17 à Leidenstadt résume bien cette idée que la culture nous façonne et va obscurcir notre capacité empathique. On ne peut pas dire, d'une part, qu'on a de l'empathie pour la femme qui tue d'un coup de couteau son mari violent, celui qui la bat depuis des années, mais pas pour une mère qui, excédée de ne pouvoir dormir depuis des jours, secoue son enfant trop fort et le tue. L'empathie est indépendante des valeurs. J'ai dans mes valeurs que si on menace ta vie, tu as le devoir de te défendre. Mais ce n'est pas cette valeur morale qui déclenche ma compréhension envers cette femme battue. Je peux ressentir sa peur, son désespoir, son incapacité à trouver une autre solution quand la police a refusé de prendre sa plainte. J'ai aussi dans mes valeurs que l'on ne doit pas prendre une vie, sauf si on ne voit pas d'autre possibilité pour sauver la sienne. Et cette valeur morale ne m'empêche pas de comprendre cette mère qui, poussée à bout, va commettre un geste tragique et irrémédiable parce qu'elle ne voit pas d'autre issue. Et ce alors que sa vie n'est pas en danger. Dans ces deux cas, il y a généralement d'autres possibilités. Mais l'individu poussé à bout, épuisé, ne dispose juste plus des capacités pour les voir. Comprendre ça, c'est l'empathie. Se dire que si ces mêmes circonstances étaient appliquées à nous, cela aurait pu nous arriver aussi. Eh oui. C'est ça l'empathie, de savoir que l'on pourrait être un meurtrier. Si on a de l'empathie envers certaines personnes ou situations, mais pas avec d'autres, c'est juste qu'on n'a pas d'empathie. C'est comme de dire qu'on mange de tout, sauf du céleri, de la betterave, du fenouil et des asticots. Désolé, mais de fait, on ne mange pas de tout. L'empathie, c'est une qualité qui ne fait pas forcément plaisir, car elle s'oppose parfois à la raison, et très souvent aux valeurs morales. On aime bien pouvoir jeter la pierre sur ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne font pas des choses comme on estime qu'elles devraient être faites, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Mais c'est encore une fois oublier que cette qualité est indépendante de nos valeurs, de notre histoire, de nos préjugés. L'empathie, c'est la capacité entière de voir l'autre, quel qu'il soit, comme un être humain, comme nous. Même si nous jugeons d'après nos valeurs que c'est la pire des ordures que la terre ait jamais portée. Ou que nous sommes comme lui, que nous avons les mêmes qualités et les mêmes tares que lui. Que nous aussi, nous pourrions commettre les mêmes actions si nous étions dans son contexte. Que nous valons ni mieux, ni moins bien, mais tout autant. L'empathie, c'est cette capacité de reconnaître l'autre comme son égal d'humain, et donc d'être en phase avec tout ce qu'il vit, car nous aussi, nous pourrions le vivre. Cette qualité, comme toutes les autres, peut s'acquérir et se développer. Il y a des exercices pour cela. C'est simple, mais un peu long. Et il va falloir en premier développer le silence mental, car sans lui, il n'y aura pas d'introspection qui tiendra la route.
si j'insiste autant avec cette qualité, celle du silence mental, c'est parce qu'elle est à la base du travail sur nous, ni plus ni moins. Du coup, évidemment, sur thedaoproject.org, il y a un cursus dédié intégralement au développement de cette qualité. Ah, mais s'il faut d'abord développer une autre qualité avant l'empathie, ça va être long. En réalité, soyons honnêtes, la vraie limitation ici, ce n'est pas la longueur ou la difficulté des exercices, mais bien notre volonté de passer outre nos préjugés envers l'autre. Et qu'il soit d'une autre couleur de peau, d'une autre confession religieuse, d'une autre culture, qu'il batte sa femme, qu'il se fasse de l'argent en exploitant sexuellement d'autres personnes, qu'il détruise l'environnement, qu'il mange de la viande ou qu'il tue des castors pour sauver des arbres, de le voir comme un être humain. Comme toujours, la balle est dans notre camp. L'empathie n'est pas un don du ciel, c'est quelque chose que l'on peut décider de travailler ou que l'on peut décider de ne pas rechercher, car on préfère vivre confortablement installé et enfermé dans ses préjugés. C'est dur, mais c'est comme ça. Par ailleurs, si vous avez eu un maximum de réponses A au test, et que vous décidez que vous en avez assez de vous laisser envahir par vos émotions, que vous voulez vous sortir des pleurs ou des colères systématiques, un coffret dédié à la gestion émotionnelle vous attend à moitié prix pendant 10 jours. Ce coffret et cette promotion sont là pour vous aider à avancer en cette période qui, en apparence, n'est vraiment pas propice. Et oui, comme je le disais l'autre jour sur Facebook, il est normal en cette saison d'avoir moins envie de pratiquer, de décrocher un peu, voire de décrocher beaucoup. L'énergie de la saison s'y prête. Le monde va doucement vers le solstice d'hiver, soit le moment où le yin est à son maximum et le yang à son minimum. C'est ce que nous observons avec la durée des jours, yang qui diminue au profit de la durée des nuits, yin donc, qui s'allonge. Donc, quotidien, on a plus envie de rester au chaud sous sa couette ou sur son canapé, à boire une bonne infusion chaude, en lisant un bon livre, que de faire des pompes ou aller faire un footing dans la neige. Cette situation est normale, mais cela ne signifie en rien que nous devons nous laisser aller. Nous devons au contraire maintenir un minimum de feu sur la marmite, car nous devons nous préparer pour le renouveau. Vous voyez cela comme de faire tourner un peu tous les jours le moteur d'une voiture dont on ne se sert pas, pour que, lorsqu'on en ait vraiment besoin, elle démarre au quart de tour. Ici, l'équivalent de faire tourner le moteur de sa voiture pour que la batterie ne se vide pas, serait de faire chauffer le sang. Un exercice que vous pouvez aussi retrouver sur thedaoproject.org. Alors, oui, la période est difficile. Pourquoi pensez-vous que j'avais créé cette offre début décembre avec 4 sessions de pratique en live en plus? Pourquoi j'offre une masterclass en plus aux abonnés Premium ce mois-ci? Tout simplement pour aider à maintenir cette activité indispensable. Et oui, c'est aussi pour ça qu'avant le début officiel du printemps, donc le début de la grande saison des bouleversements émotionnels, je vous encourage avec une promotion à vous lancer dans un travail sur vos émotions. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien dans la description de l'épisode ou directement sur thedaoproject.org. Et sur ce, moi je vais couper un arbre pour priver un castor de ce plaisir.